Wake up in the morning. Allez, debout maintenant. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Espace Matin, votre matinale préférée sur Radio Pulsar. Nous sommes le mardi 25 mai, il est 8h, bienvenue. J'espère que tout le monde va bien après ce long week-end. Ici, on va vous accompagner jusqu'à 9h en cette belle matinée de mai. Et pour ça, on a réuni une super équipe car on est accompagné de Kylian qui a préparé l'émission. Salut Kylian. Bonjour. Et notre Tom, notre chroniqueur qui nous parlera d'espace. Comment ça va ? Ça va super. Au programme de cette émission, nous parlerons cinéma dans un premier temps, puis ce sera au tour de la chronique de Tom. Ensuite, ce sera Amaury qui nous parlera de la conséquence de la montée des eaux. Et enfin, Kylian nous présentera le documentaire Cycliste Picasso. Avant de vous donner un bon coup de main pour nous occuper les prochains jours avec l'agenda de la semaine. Mais avant tout ça, il est 8h, c'est l'heure du Flash Info par Calista. Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. Dans l'actualité du jour, des plaintes croisées entre Audrey Pulvar et Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a porté plainte contre la candidate PS au régional d'Île-de-France. Il lui reproche des propos sur la manifestation des policiers la semaine dernière qu'elle avait qualifiée de glaçante. Les équipes de la candidate dénoncent de leur côté une tentative d'intimidation et Audrey Pulvar porte plainte pour diffamation contre le ministre. Une académie mondiale de la santé va ouvrir ses portes en 2023 à Lyon. Emmanuel Macron veut en faire la structure de formation de référence en matière de santé publique. Le projet avait été lancé avant le début de la pandémie. Ce projet répond notamment à l'important besoin de formation dans ce domaine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il manquera 18 millions d'agents de santé d'ici à 2030, notamment dans les pays les moins riches. Plusieurs pays de l'Union européenne ainsi que les États-Unis ont condamné l'arrestation d'un opposant biélorusse après le détournement d'un avion Ryanair. Les autorités biélorusses évoquent de leur côté un email de menace du Hamas. Du nouveau en Birmanie, la Birmane Aung San Suu Kyi comparée en personne devant le tribunal, c'est la première fois depuis le coup d'État de février. Inculpée par la junte, elle pourrait être bannie de la vie politique, voire être envoyée en prison. Du nouveau de la polémique de l'Eurovision. Le chanteur du groupe italien Måneskin, qui a remporté l'Eurovision 2021, ne se serait pas drogué selon l'organisateur du concours. Il a affirmé cela, soulignant que le test s'était avéré négatif. Dans l'actualité locale, c'est un clap de fin. Le tournage du film Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu s'est terminé à Chinon jeudi dernier. Hasard du calendrier, les dernières scènes tournées à Chinon l'ont été sur la place des Trois Grâces, au lendemain de la réouverture des terrasses et des restaurants. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar. Merci beaucoup Calista pour ce flash. Tout de suite, on va parler un peu de cinéma. Alors autour de la table, qui est retourné au cinéma depuis le 19 mai ? Moi, à 3 reprises, déjà. Ah, carrément. Je pense que j'ai fait le chiffre d'affaires du Tap Castille, ouais. Alors, t'as vu quoi ? Je suis allé voir Drunk, après j'ai enchaîné avec Garçon Chiffon, et après Slalom. Ok, et petit bilan, qu'est-ce que t'as kiffé un peu Les trois c'était 2-3 bonnes séances, voilà. Donc je sais pas vous après, mais... Conseil, Tom, toi, tu as été ? Moi, je suis allé voir Adieu les cons, et franchement, j'ai passé vraiment un bon moment aussi. Ça faisait plaisir de retrouver les salles de cinéma, c'est vraiment chouette. Moi, je suis allé voir Mandibule et Adieu les cons, et c'était vachement bien, c'était super. C'était super de retourner au cinéma, et qui plus est pour voir 2 bons films, c'était génial. Ok, donc ouais, tout est bon, tout est nickel. On sait qu'il y a beaucoup de films qui devraient sortir dans les prochains jours. Il y avait un embouteillage pendant la fermeture des salles. Donc ouais, des nouveaux films. Et aujourd'hui, on fête l'anniversaire d'un monument de la science-fiction. C'est l'anniversaire du premier Star Wars sorti en 1977. Le film a déjà 44 ans. On va revenir sur les particularités qui ont fait son succès et à l'impact que la saga a eu sur l'industrie du cinéma, en particulier sur la science-fiction bien sûr. Alors avant toute chose, il faut placer dans le contexte. À l'époque, la SF, c'est pas du tout à la mode. Très peu de production pour plusieurs raisons. Ça coûte extrêmement cher à l'époque. Les effets spéciaux ne sont pas du tout aussi développés que maintenant, bien sûr. Et enfin, même si le produit fini est super bien réalisé avec un budget de fou, les gens ne vont pas le voir au cinéma. Autour de la table, ça vous parle Soleil Vert, L'Humanoïde et Octaman ? Soleil Vert, ouais. Moi,
vraiment aucun des trois. Pas du tout, pas du tout. Bien sûr que non, moi non plus ça me dit rien, c'est bien normal, ces films font partie d'une liste de films n'ayant pas rencontré le succès pour les raisons énumérées précédemment. Dans les années 60-70, seuls 3 films sortent du lot en termes de science-fiction, 2001 l'Odyssée de l'espace, Rencontre du troisième type et Star Wars. Mais c'est surtout ce dernier qui va définitivement donner envie au grand public de s'intéresser à ce style de cinéma. Mais alors c'est quoi la recette de ce succès ? C'est vrai, qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres productions pour que le film ait du succès ? La réponse se trouve peut-être dans les influences de George Lucas, le réalisateur de la saga. Issu d'une école de cinéma, il a fatalement un bagage culturel qui dépasse les frontières occidentales. Il s'inspire principalement du réalisateur japonais Akira Kurosawa. En effet, Kurosawa illustre souvent la philosophie samouraï dans ses films et propose une vision différente du personnage principal. Écoutez le synopsis de The Hidden Forest d'Akira Kurosawa, paru en 1958. Une guerre oppose 2 clans rivaux. 2 paysans cherchent à contourner la ligne de front pour retourner chez eux. En chemin, ils découvrent un morceau d'or dans une branche d'arbre et pensent être sur la piste du trésor de l'un des 2 clans. Ils se mettent en chasse de ce trésor, mais sont surpris par l'un des derniers survivants du clan en question. Lui aussi cherche à aller dans le même territoire que les 2 paysans, mais sa tâche est ardue. En effet, il doit accompagner une princesse, héritière du clan, ainsi que son trésor pour faire face à l'ennemi. On trouve plusieurs éléments de l'intrigue de Lucas, des héros innocents, un conflit entre 2 clans, un général de guerre, une princesse, etc. Donc t'es en train de nous dire que Star Wars c'est une pâle copie ? Eh bien non, même si Lucas reprend une partie des éléments d'intrigue de Kurosawa, le véritable coup de génie, c'est d'aller piocher dans de riches ouvrages étrangers et de les adapter au public américain. Donc ok, on a un scénario puissant, mais Star Wars, ça reste aussi une claque visuelle pour l'époque. Pourtant, le budget de ce premier volet est environ de 10 millions de dollars. À titre de comparaison, Star Wars 9, c'est 275 millions. La solution à petit budget pour réaliser des effets visuels impressionnants et encore mieux qui ne vieillissent pas trop mal. Le résultat, on le connaît bien, un succès fulgurant, 6 Oscars, plus de 700 millions de recettes au box-office, sans compter bien sûr les produits dérivés, les suites, les séries, les spin-offs. Depuis 1977, Star Wars est devenu une vraie machine à sous. C'est la 5e franchise culturelle la plus rentable de tous les temps. D'après vous, combien Star Wars a généré d'argent depuis 1977 ? Au moins quelques milliards, je pense, avec tous les produits dérivés, etc. Quelques milliards, ouais. Sans doute, ouais. C'est à chaque fois des gros box-office, donc peut-être le milliard, ouais. Ouais, 65 milliards en fait. Ah oui, même. Voilà un peu pour l'histoire et la recette du succès. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de revoir les premiers films de la saga. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous conseille le film d'Akira Kurosawa, La Forteresse cachée. C'est pas aussi facile d'accès que Star Wars, bien entendu, mais croyez-moi, ça vaut le détour. En parlant d'espace, je crois que Tom, tu vas nous parler de quelque chose. Totalement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va relier justement la réalité à la fiction. On parlait de Star Wars juste avant, mais qu'en est-il des véritables astronautes ? Après désormais 1 mois et 1 jour que Thomas Pesquet se déplace à plus de 23 000 km/h au-dessus de nos têtes dans la Station Spatiale Internationale, celui-ci, durant sa précédente mission Proxima, a pu expérimenter les sorties extravéhiculaires dans le but de réparer ou travailler sur différents systèmes à l'extérieur de la station. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces différentes sorties spatiales au fil des années qui ont pu marquer l'histoire de la conquête de l'espace. Les sorties extravéhiculaires n'ont rien de banal, ce sont des moments exceptionnels au sein d'une mission. Ces sorties sont parfaitement orchestrées et répétées des milliers de fois au sol afin que celles-ci se déroulent parfaitement au millimètre près. C'est en plein cœur de la guerre froide et en pleine confrontation dans la conquête de l'espace qu'en 1965, le russe Alexeï Leonov réalise sa première sortie spatiale et devient le premier homme à sortir dans l'espace. Seulement, un problème survient après plusieurs minutes, sa combinaison commence à gonfler au point que celui-ci n'arrive plus à bouger. Ceci est dû à la différence de pression très importante entre l'oxygène de la combinaison et le vide de l'espace, laissant ainsi le gaz se dilater au point de rendre tout mouvement impossible. Le Russe sera donc obligé d'ouvrir une valve permettant la sortie de l'oxygène afin de faire dégonfler sa combinaison. Une manœuvre très risquée qui aura failli lui coûter la vie. Les Américains suivront quelques mois plus tard avec Ed White qui sortira de son vaisseau avec un pistolet à oxygène, lui permettant de se déplacer dans le vide de l'espace. Les sorties mythiques de l'espace sont bien évidemment les sorties lunaires, avec par exemple la première sortie du rover lunaire durant la mission Apollo 15 en 1971, qui sera le premier véhicule tout-terrain conduit par un humain ailleurs que sur la Terre. On retiendra l'impressionnante sortie de Bruce McCandless en 1984, qui sera le premier homme satellite. Utilisant un système à propulsion d'air comparable à un jetpack, il sortira de la navette sans attache, armé uniquement de sa machine à propulsion spatiale, le MMU, lui permettant de voler librement dans l'espace. Il s'éloignera au maximum à près de 99 mètres de la navette. Il en résultera des photos désormais célèbres de lui, seul au milieu de l'espace, sans attache et à plus de 20 000 km/h. Le MMU sera réutilisé dans la mission suivante, dans le but de ramener 2 satellites dans la navette. En 1992, un autre satellite est bloqué en orbite basse et 3 astronautes sortent pour réparer le moteur.
Ce sera la première sortie spatiale avec plus de 2 astronautes dans l'histoire. En 1994, après l'abandon du MMU en 1986, une nouvelle technologie de déplacement est mise en place, le SAFER. C'est un système de secours permettant à l'astronaute de revenir à la navette au cas où sa longe de sécurité se casse. Et c'est le courageux Mark Lee qui va tester ce mécanisme en se détachant complètement de la navette. Heureusement pour lui, l'essai est un succès. Il sera le dernier homme en date à être sorti dans l'espace sans attache. Les moments les plus insolites des sorties spatiales de ces dernières années sont sans conteste le déploiement d'un satellite pour le moins particulier en 2005. Il s'agit en fait d'une combinaison de sortie spatiale russe devenue obsolète qui a été équipée d'une batterie et d'une antenne, permettant ainsi aux radioamateurs du monde entier de se brancher sur sa fréquence. Il sera nommé Mr. Smith et finira sa vie en réintégrant l'atmosphère l'année d'après en 2006. Même année où Mikhail Turin, durant sa première sortie spatiale, sort un club de golf et réalise un swing spatial. La balle rentrera dans l'atmosphère quelques jours plus tard et marquera l'histoire comme étant le plus long vol d'une balle de golf de tous les temps. Certaines fois, laisser tomber des choses dans l'espace ne sont pas prévues. C'est par exemple le cas de Sunita Williams en 2007, qui lors d'une sortie spatiale laissa entre guillemets tomber son appareil photo dans le vide spatial, celui-ci étant mal attaché. Et plus récemment en 2017, où 2 astronautes de l'ISS perdent un bouclier anti-débris en pleine mission dans l'espace. Dans les temps actuels, les sorties extravéhiculaires comportent toujours beaucoup de risques. Ceux-ci sont illustrés avec l'Italien Luca Parmitano, qui en 2013, lors d'une sortie spatiale, remarque une fuite d'eau dans sa combinaison. L'eau dans l'espace se colle aux surfaces et l'astronaute se retrouva rapidement avec de l'eau collée aux yeux et à sa bouche. Il s'en sortira de justesse, évitant de peu la noyade. Comme quoi on peut se noyer dans l'espace. Les sorties extravéhiculaires restent donc un moment spécial au sein d'une mission. C'est un moment risqué et minutieux car l'espace est un environnement hostile où tout peut basculer très rapidement. Notre Français Thomas Pesquet, désormais commandant de l'ISS, sera amené à réaliser plusieurs sorties extravéhiculaires durant sa mission Alpha. Des moments cruciaux basculant entre la peur et l'émerveillement dans l'immensité infinie de l'espace. L'espace matin n'a jamais aussi bien porté son nom. Merci beaucoup Tom, l'espace c'est sympa mais on va revenir chez nous, très près de chez nous, à Angoulême plus précisément, avec Dirty Shade sur le morceau RIP. A tout de suite sur Radio Pulsar. Truly
Wake up. J'ai soif. Donne-moi de l'eau. Hein? Allez, debout maintenant. Il est 8h15, vous êtes toujours sur Radio Pulsar et l'un des enjeux majeurs de la crise climatique est la montée des eaux et Amaury va nous en parler ce matin. Bonjour à tous. Il y a quelques temps, j'avais écouté sur France Info que les îles Salomon lançaient un appel d'alerte à l'ONU quant à leur disparition future. Cette disparition serait en l'occurrence littérale, car due à la montée des eaux qui atteint le pays. Cela m'a donné envie de parler du sujet de la montée des eaux qui, je trouve, devient trop silencieux en ce moment. Ce phénomène qui touche notre époque est symptomatique de l'incompatibilité croissante qu'il peut exister entre nos sociétés de consommation et les fonctionnements de la nature. Les deux principaux facteurs de la montée des eaux sont la fonte des glaces et la surexploitation du sable. Le premier est connu, le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, fait mention de la montée des eaux comme conséquence du réchauffement climatique. Son institut de recherche, la fonte de l'Antarctique et de l'Arctique fait augmenter le niveau de la mer de 3,6 mm par an. À la fin de notre siècle, le niveau des eaux sera augmenté de 1,10 m. Le deuxième facteur de la montée des eaux est la surexploitation du sable. En effet, le sable serait la deuxième ressource la plus exploitée au monde après l'eau. On l'utilise dans beaucoup de domaines et principalement dans le bâtiment et l'électronique. On estime qu'il y a entre 40 et 50 milliards de tonnes de sable consommées par an. Les conséquences de cette surconsommation sont différentes que la fonte des glaces. Évidemment, il ne s'agit pas d'une augmentation du niveau de la mer à proprement parler, mais plutôt d'un assainissement des plages, faisant monter les eaux toujours plus loin sur la Terre. En fait, le phénomène est le suivant. En puisant le sable au fond des océans, le sable des plages n'est plus soutenu et s'écroule lentement, comblant ainsi les creux liés à l'extraction. Je rappelle que seul le sable de mer est compatible avec nos besoins, car le sable des déserts est quant à lui trop lisse. La montée des eaux entraîne des problèmes non négligeables. Tout d'abord, cela fait disparaître des territoires. Plusieurs îles indonésiennes se retrouvent sous les flots de par les extractions de sable trop conséquentes. Un rapport du Sénat indique que l'archipel de Tuvalu, qui en était indépendant, disparaîtrait d'ici 40 ans des suites du réchauffement climatique. Ce serait le premier État à succomber au réchauffement climatique d'ailleurs. Ensuite, deuxième problème, ce sont les mouvements de population causés par ces pertes de territoire. Je rappelle qu'environ 60% de la population vit à moins de 150 km des côtes, soit près de 3,8 milliards d'individus. Par conséquent, on peut concevoir que l'évolution de ce phénomène pourrait un jour, s'il n'est pas traité, affecter lourdement la démographie mondiale. Pour le moment, on estime que pour 2050, il y aura entre 200 et 250 millions de réfugiés climatiques. Ils ne sont pas nécessairement tous issus de la montée du niveau de la mer, mais ce facteur risque d'être l'un des plus importants. La faune et la flore aquatique et littorale des littoraux sont évidemment victimes également de ce phénomène. Si on veut tenter de se rassurer, on peut prendre en compte le fait que la fonte des glaces ouvre de nouvelles voies maritimes plus rapides et moins polluantes par la même occasion. On peut aussi se dire que les réfugiés climatiques redynamisent des milieux qui en ont besoin, tels que la diagonale du vide en France. Mais surtout, on peut s'imaginer que la montée des eaux fasse réagir les autorités politiques pour qu'enfin les politiques climatiques de développement durable soient véritablement mises en place. Je vous remercie. Merci beaucoup Amaury. Kylian, tu vas nous parler cyclisme et documentaire, je crois. Oui, et on va rester même dans le thème de la mobilité car nous allons partir en vélo. Comme beaucoup d'autres, ces confinements successifs m'ont fait ressentir un grand besoin d'oxygène, de prendre des bouffées d'air frais, partir dès l'aube et prendre les chemins. Mais la vérité, c'est que je ne l'ai jamais fait. Et heureusement pour cela, j'ai pu découvrir de nombreux documentaires de personnes qui ont franchi le pas à un moment dans leur vie, peu importe les raisons. Pour Linda et Sylvia, c'est l'idée folle d'une lune de miel, pas comme les autres, le pari fou de réaliser le Great Divide Mountain Bike, soit 4000 km du Canada au Mexique, le tout entièrement sur des pistes cyclables sans escale. La piste longe la ligne de partage des eaux continentales, la ligne imaginaire qui sépare l'Amérique du Nord entre le bassin des rivières qui se jettent dans l'océan Atlantique et celle qui se jette dans l'océan Pacifique. Pour parvenir à l'objectif, il faut traverser les zones les plus isolées des Rocheuses, et donc tous les environnements. Forêts de montagne peuplées de grizzlies, vallées fluviales, prairies, déserts, parcs nationaux tels que Yellowstone et Grand Teton. Leur périple est donc filmé dans un documentaire, Cyclisté Palcaso, Grizzly Tour, autrement dit cyclistes par hasard. Nous y suivons leur parcours, les bons comme les mauvais moments. Afin d'avoir les images, elles ont été accompagnées par 2 autres amies, toutes 2 en vélo également. Et les images qui nous sont parvenues sont fabuleuses et incitent au voyage.
La caméra capture les grands espaces avec brio et parvient à raconter plus sur la performance physique effectuée lorsqu'elle fait des gros plans sur les pédales en action ou les visages fatigués suant à pleines gouttes. Cependant, loin d'être un défi purement physique, le but recherché est aussi philosophique, à l'image des propos de Linda. Pour moi, ce voyage, c'est aussi s'arrêter de temps en temps, comprendre ce qui se passe, prendre 1 heure pour me rendre compte que je suis là, sur cette route, à vélo. L'effort ne peut pas devenir le but en soi. Ce voyage devrait être une expérience enrichissante, pas juste un défi en soi. Des petits moments de pause, il va y en avoir tout au long du parcours. Elles vont ainsi pouvoir se rendre compte de la diversité de la nature, observant aussi la flore, que la faune sauvage avec à la carte des renards, des cerfs, des marmottes, un orignal et même un bébé grizzly. Car le chemin emprunté fait rêver, mais s'il doit par moments être réadapté pour ne pas rencontrer des grizzlies, justement, qui sont la grande terreur de ces forêts nord-américaines. Mais le projet Cicliste Percasso n'est pas seulement un voyage en vélo. C'est aussi un message féministe fort envoyé par les 2 cyclistes. Linda témoigne. L'effort physique et mental sont mes anges gardiens. On pense souvent que les grands défis et les grandes aventures sont réservés aux hommes, mais pour la résistance et la ténacité, les femmes ne sont pas inférieures. Elle rajoute que la pensée collective aura retenu seulement les grands explorateurs en oubliant souvent les exploratrices qui ont fait progresser nos connaissances des cartes du monde, comme Amelia Earhart en avion, ou pour rester sur le vélo, Annie Londonderry, qui parcourut le monde en 1800. Le choix du vélo leur vient aussi du fait que, selon elle, c'est un moyen de transport démocratique, libre et durable, et elle le voit comme un symbole d'émancipation féminine. Ainsi, je vous invite sincèrement à vous jeter sur ce documentaire qui nous montre que tout est possible et qu'il suffit juste de repousser ses limites, que le voyage est autant physique que philosophique. Si le sujet vous intéresse, je vous invite également à consulter leur blog ciclistepercasso.com où vous pourrez en apprendre un peu plus sur elles et leur voyage, car elles ne se sont pas limitées au Great Divide, elles ont entre autres réalisé le tour de la Sardaigne en vélo, fait l'Alfonsina, le tour de l'Italie, le tour de la Patagonie, mais aussi le voyage Milan-Londres. Merci Kylian. Il est dispo où du coup ce documentaire si on veut se le mater? Alors il est dispo actuellement sur Netflix et il me semble sur Amazon Prime Video aussi. Bon, bah, super. Autour de la table, tout ce qui est... parce que c'est un peu un road trip au final. Ouais, c'est ça, totalement même. Autour de la table, est-ce que vous avez déjà fait des road trips, des choses comme ça, de longs voyages un petit peu, on découvre plusieurs choses qu'on n'a jamais vues? Pas spécialement... J'ai fait des petits road trips en Dordogne ou des trucs comme ça, mais je visitais les villages aux alentours, mais c'est pas des vrais grands road trips. Ouais, pareil, à part la France où je vais visiter pendant les vacances, mais sinon j'ai jamais fait de road trip vraiment. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un de mes grands rêves de partir sur les chemins comme ça. C'est un grand projet que j'ai un jour peut-être. À vélo ou pas forcément? À pied. Enfin, à pied, moi, ça me dirait carrément bien à pied, vraiment, pour prendre le temps vraiment de découvrir, puis de profiter peut-être aussi de l'instant, quoi, exactement. De l'endroit. Ok, bah écoute, merci beaucoup, hein, ça donne envie de bouger, c'est sûr. C'est l'heure de notre pause musicale, et puis on se retrouvera à 8h30 avec le Flash Info par Calista. À quoi tu penses? Pulsar. Je donne ma langue au chat. Les étoiles en plus. Ah ouais. Vous êtes toujours dans Espace Matin sur Radio Pulsar, il est 8h30 et c'est l'heure du Flash Info de Calista. Pulsar. Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. Dans l'actualité du jour, des plaintes croisées entre Audrey Pulvar et Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a porté plainte contre la candidate PS au régional d'Île-de-France. Il lui reproche des propos sur la manifestation des policiers la semaine dernière qu'elle avait qualifiée de glaçante. Les équipes de la candidate dénoncent de leur côté une tentative d'intimidation et Audrey Pulvar porte plainte pour diffamation contre le ministre. Une académie mondiale de la santé va ouvrir ses portes en 2023 à Lyon. Emmanuel Macron veut en faire la structure de formation de référence en matière de santé publique. Le projet avait été lancé avant le début de la pandémie. Ce projet répond notamment à l'important besoin de formation dans ce domaine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il manquera 18 millions d'agents de santé d'ici à 2030, notamment dans les pays les moins riches. Plusieurs pays de l'Union européenne ainsi que les États-Unis ont condamné l'arrestation d'un opposant biélorusse après le détournement d'un avion Ryanair. Les autorités biélorusses évoquent de leur côté un email de menace du Hamas. Du nouveau en Birmanie, la Birmane Aung San Suu Kyi
Comparée en personne devant le tribunal, c'est la première fois depuis le coup d'État de février. Inculpée par la junte, elle pourrait être bannie de la vie politique, voire être envoyée en prison. Du nouveau de la polémique de l'Eurovision. Le chanteur du groupe italien Måneskin, qui a remporté l'Eurovision 2021, ne se serait pas drogué selon l'organisateur du concours. Il a affirmé cela, soulignant que le test s'était avéré négatif. Dans l'actualité locale, c'est un clap de fin. Le tournage du film Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu s'est terminé à Chinon jeudi dernier. Hasard du calendrier, les dernières scènes tournées à Chinon l'ont été sur la place des Trois Grâces, au lendemain de la réouverture des terrasses et des restaurants. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar. Merci beaucoup Calista, maintenant on sait tout. C'est anglais, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, le groupe Sons of Raphael a sorti son premier album vendredi dernier. On en écoute un extrait avec leur morceau Yeah, Yeah, Yeah.
suspension. Wake up. Allez, debout maintenant. Super morceau, je vous invite à écouter l'album de Sons of Raphael, disponible sur toutes les plateformes. Il est 8h37, vous êtes toujours dans Espace Matin sur Radio Pulsar, c'est maintenant l'heure d'occuper notre semaine. Prenez de quoi noter, c'est l'heure de l'agenda de la semaine. Environnement et jeux vidéo. L'association Bordeaux Games vous propose de participer à son webinaire ce soir de 17h30 à 18h30. Mené par les différents acteurs du secteur, le but est de faire un tour d'horizon sur les impacts qu'ont les questions environnementales sur le marché du jeu vidéo par cette question. Jeux vidéo versus sobriété numérique, quels impacts de nos simulations virtuelles sur l'environnement ? Pour vous inscrire et pour plus d'informations, contactez l'association Cobalt de Poitiers à l'adresse contact@cobaltpoitiers.fr. Favoriser l'insertion. Pour rappel, le collectif Alpha, qui s'est engagé à faciliter l'accès aux droits pour la formation et l'insertion par l'apprentissage du français pour les personnes migrantes, propose une permanence à la mission locale d'insertion du Poitou. La permanence Infolangue est un moment d'échange pour les personnes en recherche de cours de français et se tiendra de 14h à 16h. Par ailleurs, rappelons qu'une permanence Infolangue a eu lieu tous les vendredis aux mêmes horaires à la médiathèque François Mitterrand de Poitiers. Trompe-l'œil. Comme tant d'autres musées, le musée du vitrail de Curzé-sur-Vaune a rouvert ses portes. Et pour l'occasion, vous êtes conviés à découvrir la nouvelle exposition intitulée Trompe-l'œil. Cette exposition temporaire, ouverte jusqu'au 7 novembre, vous invite à vous questionner sur les liens entre les objets et notre quotidien. Issus d'un travail de 10 artistes variés, les vitraux sont mis en scène dans 3 espaces intérieurs de notre quotidien. Pour plus d'informations et réserver, rendez-vous sur le site internet. Errance céleste. Venez découvrir une exposition d'images en grand format au Jardin d'images de Saint-Benoît. Cette sortie vous fera l'effet d'un grand voyage de par le monde par le biais des aurores boréales. Elle met aussi en avant d'autres phénomènes pris en compte par l'astrographie tels que les galaxies, comètes et autres nébuleuses. Notons que ces photos sont passées par de nombreux concours internationaux comme la photo Nightscape Awards. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Office de tourisme de Saint-Benoît. Merci beaucoup Kylian, maintenant on sait quoi faire de notre semaine. C'est l'heure de notre pause musicale, il est 8h39 sur Radio Pulsar, on se retrouve à 9h pour le Flash Info. À quoi tu penses? Pulsar. Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible. C'est monstrueux. Les étoiles en plus.